Alors, c'est une introduction en bourse, une IPO dont on a beaucoup parlé. Peut-être déjà en avez-vous eu vent. Celle de Palantir, société à l'aura un petit peu sulfureuse, qui vient toquer à la porte des marchés américains la semaine prochaine, le 30 septembre. Opération intéressante à plus d'un titre, Laurent. Oui, Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Avant même qu'on parle de cette introduction en bourse qui va effectivement faire causer, le nom déjà, c'est tout un programme, Palantir. Ouais, vous avez lu Tolkien quand vous étiez Non, mais plus j'ai jeune? vu. Vous n'avez pas lu Tolkien? Non, j'ai pas lu Tolkien. Ah bon, alors pour ceux qui connaissent le Silmarillion ou le Seigneur des Anneaux, Mais j'ai vu sur les anneaux comme tout le monde. Voilà, donc le Palantir, cette espèce de boule de cristal qui vous permet à la fois de pouvoir voir ce qui se passe dans des lieux distants, mais vous pouvez aussi potentiellement voir l'avenir. Vous pouvez aussi communiquer avec une autre personne à distance qui également, elle, dispose d'un Palantir. Donc effectivement, tout un programme baigné, nimbé d'une aura d'Heroic Fantasy. Bon, et en quoi ce nom, justement, Palantir, recoupe les activités de la société? Il faut en parler de ça. Eh bien oui, parce qu'effectivement, donc Palantir est à la fois une société on pourrait dire une SS2I, une société de consulting informatique, et également un éditeur de logiciels spécialiste du big data, voilà, de l'analyse des données. Elle a été fondée en 2004 par Peter Thiel, Alex Karp et Nathan Gettings. Peter Thiel, c'est un nom qui doit peut-être faire sonner quelques... Ouais. Voilà. Il a flairé quelques bons coups. Oui, homme d'affaires d'origine allemande, qui est effectivement un des fondateurs de PayPal, ça ne s'invente pas, qui a été l'un des tout premiers investisseurs dans Facebook, qui a monté un fonds d'investissement, Clarium, qui a aussi été extrêmement couronné de succès, qui a soutenu la campagne de Donald Trump et qui a été l'un des proches, enfin en tout cas, l'un des conseillers, notamment numériques, du président américain. Donc ça vous pose déjà un petit peu le bonhomme. Et d'ailleurs, le profil de Palantir dans toutes ces sociétés de la tech américaine tranche un petit peu. C'est ce qu'ils d'ailleurs disaient dans leur document, puisqu'en fait, au départ, le siège était localisé dans la Silicon Valley. En Californie, oui. Exactement, mais son PDG, Alex Karp, disait « Nous semblons partager de moins en moins les valeurs et les engagements du secteur des technologies. » C'est ce qui est marqué dans le document d'entrée en bourse, à tel point que le siège, il a déménagé, il sera maintenant à Denver, dans le Colorado. Pourquoi cette position qui est surprenante à première vue, d'autant que les liens entre Palantir et la CIA, le gouvernement américain... Et voilà. C'est ça en fait, c'est ça. Pas discutable en tout cas. Voilà, c'est-à-dire que, et c'est peut-être là où on retrouve une partie de l'aura sulfureuse de Palantir, c'est que c'est une société qui s'est fait connaître très tôt en collaborant avec les agences de renseignement. Et quand je veux dire les agences de renseignement, je veux dire CIA. L'agence elle-même, effectivement, la CIA. Il faut savoir que Palantir a été financé dès le début par In-Q-Tel, qui est le fonds, en fait, on va le dire, d'investissement de la CIA, qui détiendrait visiblement encore une petite partie, on va dire 2 à 3% du capital de Palantir. Là, en fait, dans un contexte post-11 septembre, puisque la boîte a été fondée en 2003-2004, cette capacité de Palantir d'agréger un grand nombre de données assez différentes, de les rassembler, de pouvoir donner très vite des pistes de compréhension, a été mise à profit pour traquer notamment les cellules terroristes. Mais Palantir s'est fait également connaître sur des missions qui sont parfois très contestées, notamment la chasse des migrants. Ils ont beaucoup collaboré avec l'ICE, qui est l'agence anti-immigration américaine, enfin d'immigration américaine, mais qui va vraiment chercher, qui est très très actif pour chasser les migrants qui seraient venus de façon illégale aux États-Unis, clandestinement, merci. Et puis Palantir collabore avec d'autres agences de renseignement dans le monde. C'est aussi le cas de la France, puisque la DGSI a signé un contrat de 5 ans en 2016 avec Palantir. On parlait du nom de Palantir. Il faut savoir que le logiciel mis à disposition des agences de renseignement s'appelle Gotham. Donc là aussi, tout un programme. Ouais. D'ailleurs, le gouvernement français, ils ont proposé leur service, je crois, sur le Covid aussi, non? Oui, alors effectivement, on connaît cette activité de Palantir avec les agences de renseignement, mais cette capacité, effectivement, à traiter un très grand nombre d'informations, à essayer de modéliser également différents scénarios, peut se prêter à merveille pour également la gestion d'une pandémie, d'une épidémie, pour savoir que faire des politiques de confinement, quel secteur redémarrer en premier. Et effectivement, Palantir était venu proposer ses services au gouvernement français, qui les a refusés. Il y a eu levée de bouclier, notamment sur la question des données personnelles. Mais en tout cas, elle l'a fait aux États-Unis, elle l'a fait au Royaume-Uni, elle l'a fait également dans une dizaine d'autres pays. Et puis, Palantir propose aussi de plus en plus ses services à des entreprises. Alors, c'est le cas par exemple pour JP Morgan, c'est le cas en Europe pour Airbus. Il faut savoir
savoir d'ailleurs que le dirigeant de la filiale française de Palantir, eh bien, c'est l'ancien dirigeant d'Airbus, Fabrice Brégier. Voilà, il travaille également pour Ferrari. Et aujourd'hui, l'activité avec les entreprises privées, c'est à peu près voilà, la moitié du business de Palantir. Bon, il fallait évidemment parler de cette aura un petit peu voilà, mystérieuse ou sulfureuse du groupe. Et aussi, vous en avez parlé, On n'a pas parlé, tout oui. le sujet des données Données personnelles. Et ils ont été mouillés dans l'affaire Alors, il y a effectivement le nerf Cambridge sorti, Analytica. Cambridge Analytica, où effectivement cette société qui avait utilisé à leur insu les données de, je crois, plus de 80 millions d'utilisateurs de Facebook pour s'immiscer dans l'élection présidentielle. Ouais, Donc, il 2016. y a effectivement aussi, ça participe à cette réputation de Palantir. Bon, après, on revient à l'IPO, ce qui nous intéresse. Est-ce que c'est rentable tout ça? Oui, parce qu'on n'a pas du tout finalement évoqué encore l'aspect financier de Palantir. Alors aujourd'hui, c'est 2500 personnes. C'est à peu près, selon PitchBook, 3% des parts de marché d'un marché, on va dire, du big data, du secteur de l'analyse, qui représenterait 25 milliards de dollars. Donc c'est quand même pas mal. La boîte, elle a été à un moment valorisée jusqu'à 20 milliards de dollars. Aujourd'hui, on serait plutôt autour de 10 milliards. Et il faut savoir qu'en face de cette valorisation qui est quand même assez formidable, elle a dégagé un chiffre d'affaires de 742 millions en 2019. C'est pas non plus si énorme que ça. Alors en progression quand même de 25%, plus 49% au premier semestre 2020 à 481 millions. Mais en face de ça, on a quand même une perte de 579 millions au titre de l'année dernière. C'est une boîte qui n'a jamais gagné d'argent depuis sa création. Oui, mais il faut se projeter un petit peu. Alors oui, effectivement, faut se projeter. Et puis, il faut voir un petit peu aussi la façon dont Palantir fonctionne. C'est-à-dire que ce sont des ingénieurs qui coûtent très cher, ce qui explique aussi forcément la perte, qui vont passer énormément de temps à développer un logiciel sur mesure, très adapté aux besoins de ses clients, avec une politique de commercialisation qui est assez spéciale, puisqu'en fait, on vous vend le coût d'une licence globale logicielle, mais qui comprend également le consulting, et quelquefois, en fait, on vous vend un logiciel qui n'est pas encore construit. Donc c'est assez... ça peut être un petit peu curieux. De même, Palantir vend des logiciels sous licence commerciale, ce qui fait qu'on pourrait très bien imaginer qu'après l'avoir vendu à un client, il pourrait le vendre à un autre. Si on revient sur Tolkien, quand même, le Palantir, on croit toujours le contrôler, alors qu'à la fin, c'est peut-être lui qui vous contrôle. Ouais. Bon, encore dernière petite originalité de cette introduction en bourse, c'est une cotation directe. Voilà, cotation directe. On l'avait évoqué. On en avait parlé. Spotify, non, à l'époque. Oui, exactement. Voilà, donc c'est quand on n'a pas besoin de lever des capitaux pour rentrer sur le marché. C'est une procédure simplifiée qui vous permet d'éviter les roadshows. Certains propriétaires vendent Alors voilà, s'introduisent directement sans avoir besoin ni de lever de fonds, ni de faire d'augmentation de capital. Et de roadshow, je vous ai coupé. Et de roadshow, et de ne pas se faire accompagner par une banque, c'est aussi plus économique. Il n'y a pas non plus de période de lock-up, cette période où les actionnaires sont obligés de conserver leurs actions. En tout cas, on sait déjà que les fondateurs conserveront quasiment la majorité, 49,99% des droits de vote de Palantir. Allez, question ultime, Laurent. On l'a dit, activité compliquée quand même à appréhender, réputation un petit peu sulfureuse, donc pour une partie de l'activité, rentabilité pas au top pour l'instant. Est-ce que ça peut être une bonne affaire en bourse? Bien malin qui peut le dire, je ne me mouillerai pas, David, très courageusement. Non, mais parce qu'on voit à la fois qu'il y a en ce moment un véritable engouement pour la tech avec des progressions folles de certaines sociétés. Donc, à la limite, puisqu'on achète tout, pourquoi pas Palantir. Après, il y a quand même effectivement un gros risque disons-le simplement, réputationnel autour de ce qui se passe sur Palantir. Et puis, il ne faut pas oublier, on a l'impression quelquefois que, parce qu'ils se sont taillés une réputation, et non, que ce sont les seuls à pouvoir faire ça, ils dépendent eux-mêmes. Ils font tourner leur grosse plateforme de bouillage de données sur les services de cloud d'Amazon ou de Microsoft. Des sociétés qui ont à la fois les moyens, les talents, pour proposer finalement des services relativement proches. Donc, ils ne sont pas non plus sans concurrents à voir comment vont réagir les autres géants de la tech face à cet acteur. Voilà, Palantir qui arrive sur les marchés américains sera l'actu la semaine prochaine, le 30 septembre, donc à Wall Street. À Wall Street. Merci beaucoup, Laurent. Merci, David. Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Salut.